Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois dans une assemblée des femmes, dans un monde logistique qui est toujours très très masculin. Ça fait plaisir. Je vous dis ça d'autant plus que je travaille dans une société qui est dirigée par des femmes, par une femme et par des femmes. Donc chez nous, c'est quelque chose d'important. Voilà. Galerie Lafayette arrive. On vous attendait pour commencer. Voilà. Voilà, je me présente, je suis Ethan Derry, directeur commercial grand compte du groupe Raja. Je ne sais pas si... enfin, je reconnais certaines personnes d'entre vous. Et je suis très, très, très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce salon de meeting Retail Chain. Voilà, donc il y a une dernière, deux... Deux mots sur Raja. Tout d'abord, Raja, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, distributeur, fournisseur d'emballage référent en Europe. C'est une entreprise de 1850 personnes, présente dans 18 pays en Europe. C'est un groupe français qui s'est développé à l'international depuis une vingtaine d'années maintenant. Beaucoup de clients, près de 500 000 clients partout en Europe, et puis des clients de toute taille, donc toujours des entreprises, on est en business to business, et des clients de toute taille, de la PME jusqu'à la multinationale, voilà, grande société, grand compte en Europe et dans le monde. L'emballage, pas seulement, c'est aussi des solutions d'équipement pour les centres de distribution, les entrepôts, la logistique. Et c'est aujourd'hui le point, dans le cadre de cette réunion, de ce salon, la raison pour laquelle on a décidé d'organiser cette rencontre aujourd'hui avec Franck Journeau. Pourquoi Franck Journeau ? Il va venir dans quelques secondes. Pourquoi Franck Journeau ? Parce que Raja est un acteur très important dans le domaine du e-commerce et que dans le e-commerce, nous avons sans doute 20% de nos clients en Europe. Et nous avons, avec Franck Journeau, que je vais accueillir là tout de suite, voilà, je vous demande de l'applaudir, spécialiste de la logistique et du e-commerce. On s'est rencontrés il y a quelques années, voilà, ensemble. On a beaucoup parlé, on s'est trouvé un point d'intérêt commun et on a voulu que ce point d'intérêt soit le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le ship from store. Franck Journeau est un spécialiste de la logistique depuis une vingtaine d'années. Il est particulièrement un grand expert en matière de logistique, e-commerce et d'omnicanal. Et pour moi, c'est un plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Voilà. Franck, à toi. Okay. Ethan, merci infiniment pour cette présentation. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Alors, ce n'était pas prévu, mais l'écran s'est effacé, donc on va essayer de le faire réapparaître. Normalement, depuis... voilà, c'est avec ce petit machin qu'on arrive à communiquer. Ouf, il fallait se brancher là et c'est bon, c'est résolu. Merci Ethan encore. Merci à tous d'être présents pour cette conférence. En effet, on va parler de Ship from Store. Ça veut dire qu'on va parler de logistique, mais on va aussi parler de retail. Merci. La présentation qu'a fait Ethan, elle est limpide. Moi, j'ai travaillé pendant près de 13 ans dans la e-logistique, dans un secteur du e-commerce qui a 13 ans aujourd'hui. Donc, j'étais un des pionniers en France sur le sujet. Et je me suis passionné pour les magasins parce que je considère que l'avenir du e-commerce passera par les magasins. C'est une conviction que j'ai depuis plusieurs années, notamment depuis que les solutions de Web to Store se sont développées, mais aussi les points relais. Le rôle prépondérant du magasin est en train d'émerger très fort pour plein d'autres raisons, mais il est important d'en parler. Jusqu'à la logistique. Donc, en janvier de cette année, j'ai créé la société Neo26, qui est en fait un cabinet de conseil pour accompagner principalement les retailers à travers cette aventure logistique, cette aventure que j'ai appelée d'omni-logistique, où certains d'entre vous, parce que j'ai regardé un peu la liste qui était là, certains d'entre vous doivent réfléchir certainement sur comment gérer cette transition logistique pour savoir quel va être le rôle de mon entrepôt demain,
couplé à celui des magasins, et comment est-ce qu'on pourra les faire fonctionner ensemble, tout ça, avec un objectif commun, servir le client. Voilà, ça c'est le thème général. Donc, vous pouvez retrouver mes coordonnées sur un site qui s'appelle chiffromstore.com. Bon, là, il n'y a pas d'ambiguïté, on sait ce que je fais depuis que j'ai créé ce site. Qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Le e-commerce a connu des vagues assez extraordinaires de croissance, notamment avec l'arrivée des pure players, puis des enseignes qui ont mis un peu de temps pour réagir. Mais très récemment, il y a eu un effet blast extrêmement puissant sur le marché qui a complètement déréglé les règles, toutes les notions qu'on pouvait avoir en termes de préparation de commandes et d'expédition. C'est Amazon, clairement, en sortant ces deux offres, l'offre Prime, puis en extension de l'offre Prime et uniquement sur Paris, l'offre Prime Now. Qu'est-ce que c'est Prime ? Prime, c'est la livraison en J+1 à partir du moment où vous avez passé la commande. Vous passez une commande lundi, vous la recevez mardi. Ce qu'a fait Amazon en sortant Prime a complètement révolutionné tout ce qui se faisait auparavant sur la logistique. Pourquoi ? Parce qu'on s'était tous entendus, tous les prestataires, transporteurs inclus, s'étaient entendus pour dire le standard, c'est du J+2. Vous passez une commande lundi, elle est préparée dans la journée, on a une journée pour préparer et 2 jours pour livrer. Et donc, vous recevez votre commande jeudi. Et ça, c'était le standard. Et quand on voulait de l'Express, à l'époque, c'était vraiment une prestation de riche. Pour avoir du J+1, du Chronopost à l'époque, on payait 15, 20 euros. Et c'était inaccessible. C'était vraiment le cadeau de la fête des mères qu'on avait oublié. C'était quelque chose d'impossible. Et Amazon a dit non, le nouveau standard, c'est le J+1 et a foncé tout droit en se disant j'offre à mes clients Prime contre 49 euros par an la possibilité de recevoir un nombre illimité de colis, frais de port inclus. Frais de port inclus. Je ne dis pas frais de port offert. C'est important. Et puis, sans limite, comme vous connaissez un peu Amazon, ils sont allés encore plus loin. Et du J+1, qui n'est pas vraiment du J+1, c'est du H+16 finalement, je vais vous expliquer après pourquoi, est sorti Prime Now, la possibilité de recevoir quand vous êtes parisien ou francilien sur la première couronne, un colis en 1 à 2 heures après le passage de la commande. Donc c'est un vrai service express qui a 2 vertus. Je vais vous l'expliquer. Prime, c'est quoi ? C'est pour concurrencer fortement les autres pure players. Vous ne pouvez pas vous offrir de l'express. J'écrase le marché en disant je vous livre sur un catalogue de 250 millions de références vos produits le lendemain. Vous n'allez pas sur les autres sites. Prime Now, j'ai besoin de quelque chose, je l'ai immédiatement. Ce n'est pas un produit, un service qui a été conçu contre les pure players, mais contre les retailers. Si j'ai un produit 2 jours après avoir passé la commande, je ne vais plus au magasin. Tout le monde s'est fait une illusion là-dessus en se disant on ne pourra pas concurrencer Prime Now, c'est impossible, etc. On est pure player, mais en fait non. Le Prime Now, c'est contre les magasins. Il faut être bien clair, Amazon se moque littéralement d'Internet et du marché des pure players aujourd'hui. Sa cible, c'est d'être le plus grand distributeur du monde et d'écraser les magasins. Soyons clairs, Prime Now, c'est contre les magasins. Vous ne sortez plus de chez vous, vous recevez les produits à la maison. Et du coup, on est passé d'une génération J+, notamment J+2, sur laquelle tout le monde s'était accordé, hein, Colissimo, Mondial Relais, etc., à une génération H+. Et qu'on le veuille ou non, ça existe, le sillage est créé, qu'on s'engouffre à l'intérieur, pour ceux qui sont les plus organisés, les plus fortunés, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, parmi les millions de clients qui sont abonnés Prime, c'est quelque chose de standard. Et le J+2, c'est ringard. Standard, ringard. Attention, c'est ce sur quoi on se dirige. Comment on peut réagir à ça ? Soit on rentre dans le sillage d'Amazon et on devient client de la marketplace et on profite de l'offre Prime. Soit on se dit, je ne peux plus continuer à servir mes clients lorsque mon entrepôt se situe à 300 km des centres-villes. Il me faut une offre qui me permette de les atteindre plus vite. Et la seule manière de les atteindre plus vite, c'est de passer d'une structure d'un stockage centralisé à une structure d'un stockage décentralisé. Et qui peut le faire aujourd'hui ? Et qui est le seul acteur qui peut le faire aujourd'hui ? C'est vous, ce sont les retailers. Et à partir du moment où vous faites descendre, vous profitez des stocks, des surfaces, des équipes que vous avez en magasin pour préparer des commandes et les livrer quelques heures après le paiement, vous avez tout gagné, vous rentrez dans le sillage d'Amazon et vous offrez un service sur vos produits et ça vous permet de faire vivre vos magasins et votre site internet avec cette prestation de service qui aujourd'hui est devenue un standard, qu'on le veuille ou non. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les magasins vont acquérir un nouveau rôle ? Certes, c'est déjà compliqué pour les magasins aujourd'hui. Ils sont déjà déstabilisés par tout ce qui se passe sur le web, par ces clients qui viennent et qui leur en prennent plus que de sache sur les produits, par l'arrivée
du Web to Store, la e-réservation, le click and collect, où on était déjà un peu logisticien dans les magasins. Qu'est-ce que c'est le click and collect? Je passe une commande sur le site internet et la commande est transférée vers le magasin le plus proche du client ou celui qu'il a choisi, et la commande est préparée, comme dans un entrepôt, très vite d'ailleurs, en express, parce que le client peut passer dans le quart d'heure ou la demi-heure après pour récupérer son produit. Ça intéresse les clients. Pourquoi? Parce que généralement, les frais de port sont offerts. Il a le choix du web. C'est un client web, to store, qui est réorienté vers le magasin. Le chiffre d'affaires, d'ailleurs, revenant souvent au magasin. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la bascule s'est faite progressivement, elle s'est faite grâce à l'arrivée du web to store. C'est un phénomène qui a 4 ans environ. Il y a 400 enseignes environ en France qui sont converties au web to store et qui autorisent les vendeurs à préparer des commandes pour des clients qui ne sont pas en phase 2 tout de suite, mais qui sont en phase 2 dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques jours pour revenir chercher le produit. La commande e-commerce ne passe plus par l'entrepôt, on est déjà sur une forme de ship from store. Ma proposition, elle est différente aujourd'hui. Je considère que si le magasin a ce pouvoir de faire, si le vendeur sait préparer les commandes, si on donne les moyens informatiques, logistiques, transport, emballage aussi au magasin, ils doivent pouvoir convertir tout ou partie de l'activité e-commerce qui est jusqu'à aujourd'hui ou autrefois centralisée vers un entrepôt très éloigné, vers des magasins qui s'accaparent cette compétence et deviennent les nouveaux logisticiens de la marque. Ça, c'est l'idée de fond. Ça ne se fait pas juste en claquant des doigts. Vous avez ici mes 3 domaines d'intervention. Aujourd'hui, faire descendre des commandes vers un magasin, ce n'est pas aussi simple que de faire de la e-résa ou du click and collect, parce que ça ne fait pas appel aux mêmes compétences et aux mêmes transformations. Pourquoi? C'est une question tout simple, c'est une question de volume. Le click and collect et la e-réservation, allez, dans le meilleur des cas, ça ne dépasse pas 15% des volumes. Le ship from store, c'est 100% du volume. Vous récupérez, en plus du click and collect et de la e-réservation, tout, si vous avez éliminé bien sûr l'entrepôt de votre schéma logistique, tout le e-commerce de votre site. Donc c'est un autre travail avec une autre exigence et une autre organisation. Là, ce sont les 3 modules que j'ai créés dans Neo26 pour accompagner les retailers dans cette transition logistique. Il y en a un, le premier, je vais commencer par celui du centre, c'est ce qu'on appelle l'OMS, l'Order Management System. C'est une prestation que je ne réalise pas, que je sous-traite avec des partenaires. Il y en a un qui est dans la salle, qui est OneStock, qui est au premier rang, Romulus, qui va prendre la parole certainement tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? L'Order Management System, c'est sur la base d'un stock unique, une fois qu'informatiquement vous avez réuni votre stock, c'est-à-dire que vous avez connaissance à l'instant T de toute la gamme des produits de votre marque, qu'ils soient situés dans l'entrepôt e-logistique, dans l'entrepôt B2B, dans les magasins, une image unique de stock qui remonte. Vous avez la possibilité, grâce à une intelligence développée à l'intérieur de cette OMS, de pouvoir orienter votre commande. C'est quoi un OMS? C'est un outil informatique puissant qui gère de la big data, très clairement, et qui va orchestrer les commandes. Jusqu'à présent, quand vous avez un entrepôt centralisé, vous n'orchestrez rien. Vous avez une image de stock de l'entrepôt, la commande arrive informatiquement à la porte de l'entrepôt. Si vous avez le stock, elle est préparée et expédiée. C'est extrêmement basique, c'est même balistique. L'OMS, lui, va réfléchir en se disant quelle va être la meilleure combinaison pour préparer la commande de Madame X et de quel magasin je la fais partir. On va retenir des critères de stock. Est-ce que j'ai l'intégralité, la complétude de commande, l'intégralité des produits dans mon magasin pour le faire? Est-ce que je suis le magasin le plus proche du client pour notamment lui offrir la possibilité de livrer en H+, ou de la faire venir sur le magasin, faire encore du click and collect? Est-ce que je suis le prestataire, le magasin qui, peut-être, sur un critère financier, n'est pas dans ces chiffres? C'est un critère qui sort complètement de la logistique, mais si on a plusieurs choix dans le réseau et qu'on a décidé de faire tomber le chiffre dans le magasin, on va faire tomber la commande vers un magasin qui n'est pas dans ses objectifs de façon à l'aider. Ça, ce sont des critères. J'en ai énuméré 26, comme par hasard. C'est pas un hasard, en fait. 26 critères d'orchestration qui me permettent aujourd'hui de savoir vers quel endroit on envoie la commande. Qu'on garde ou pas l'entrepôt. On va le voir après dans les différents modèles. Ça, c'est le plus important. C'est une prestation qui est réalisée notamment par un des meilleurs prestataires OMS du marché, qui est OneStock, et avec qui on pourra discuter ensemble. Voilà. Je travaille aujourd'hui avec 4 OMS que j'ai référencés, qui ont tous des particularités, mais j'ai pas de mal à dire que OneStock est un des meilleurs. Pourquoi on a besoin de cette réflexion-là? Parce que ça va nous permettre en effet de savoir où va tomber la commande. Elle ne tombe pas forcément à l'intégralité, donc il faut aussi avoir une réflexion dans cette intelligence pour savoir si on fait des paniers multi-magasins, tout
tout simplement parce qu'il faut savoir à quel moment j'éclate ma commande et jusqu'à combien de colis, parce qu'on va avoir une problématique de coût, et ordonnancer cette réflexion pour finalement prendre la décision d'envoyer la commande vers le point logistique. Moi, j'appelle plus ça des magasins, j'appelle ça des points logistiques, et transformer cet ordre en préparation de commande, c'est-à-dire picking, contrôle, colisage, sortie des tickets de transport, expédition et éventuellement retour. Voilà, tout en conservant l'acquis du Web to Store, c'est-à-dire le click and collect, la réservation, et éventuellement le store to store, parce qu'on peut aussi dépanner un magasin par le stock d'un autre et regrouper les commandes si on veut faire qu'un seul colis. Le deuxième champ d'intervention, celui qui est essentiel aujourd'hui dans cette transformation logistique, c'est l'accompagnement. Plus j'avance dans le Ship from Store, j'ai aujourd'hui 5 clients avec qui j'ai développé du Ship from Store. Plus j'avance dans le Ship from Store, plus je me demande si je ne vais pas changer le nom de ma société. Ship from Store, c'est un thème pour regrouper tout ça. Aujourd'hui, le Ship from Store, on devrait l'appeler de la social logistique. Parce que le besoin numéro 1, j'ai toujours pensé qu'il était technique, moi. J'ai toujours pensé qu'il était transport, qu'il était très matériel. C'est mon historique entrepôt qui me fait dire ça. En fait, la réussite du projet, elle passe par la conduite du changement. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir accompagner des vendeurs dans un métier qui n'est pas le leur. Vous allez devoir leur expliquer qu'aujourd'hui, ils vont servir des clients qu'ils ne voient pas. Et surtout, vous allez devoir leur rajouter des tâches, si vous n'embauchez pas de monde, bien sûr, qui viennent s'ajouter à leurs tâches habituelles. Et ça, c'est assez complexe à gérer. Pourquoi ? Le modèle économique du Ship from Store, et ça c'est très important, non seulement il apporte plus de services, mais en plus, il est plus économique. C'est extrêmement vertueux. Pourquoi on n'y a pas pensé avant ? C'est vrai. On va utiliser des stocks B2B. On n'a qu'un seul approvisionnement à faire. On n'a plus de stock B2C. Ça veut dire qu'on n'a plus d'immobilisation de stock chez un prestataire externe, par exemple. Un prestataire externe, j'en viens, j'ai passé 10 ans chez des sous-traitants en e-logistique. Vous payez de la réception. Ah là, j'en ai plus besoin. C'est parce que je réceptionne pour mon magasin déjà. Coût zéro au lieu de coût réception. Du stockage, j'utilise la surface de mes magasins. Je ne suis plus facturé de stockage. Je paye la préparation de commande dans un entrepôt traditionnel. Si j'utilise mes vendeurs sur leur temps masqué, c'est-à-dire le temps qui n'est pas consacré à la vente, coût zéro, il me reste à rémunérer des prestataires pour l'emballage, mais je le payais déjà avant, et des prestataires pour le transport. Alors, le transport, oui, un peu plus cher peut-être, parce qu'on va décentraliser. Si on a 10 magasins impliqués, on va faire 9 collectes de plus que si c'était centralisé sur un entrepôt. Mais faites-moi confiance pour savoir le négocier dans cette partie-là. J'obtiens les mêmes tarifs aujourd'hui. D'accord ? Donc c'est économique, c'est pratique, c'est moins cher, mais ça fait appel à un management du changement, notamment sur les vendeurs et les managers, qui est très important. Parce que ce n'est pas si évident que ça, ce n'est pas si simple. Et puis vous allez rencontrer, si vous rentrez dans cette démarche, des problématiques que vous avez aussi sur le web et sur le magasin, par exemple, qui sont les pics d'activité. Noël en magasin et Noël sur le web, c'est complexe à gérer. Dans ce cas-là, le modèle économique est légèrement bousculé. On embauche, évidemment, comme on aurait embauché d'ailleurs des intérimaires en entrepôt. Donc le coût, en tout cas le delta, est nul. C'est la même chose. Donc l'accompagnement des vendeurs par des formations. Pourquoi des formations ? Parce qu'ils sont vendeurs, mais on va leur faire de la ramasse, du picking, du rangement. Ils faisaient déjà des inventaires. Ils faisaient déjà un peu de manutention, mais c'est plus complexe à expliquer à des gens de Sephora, par exemple, qu'à des gens de chez Jardiland, chez qui je suis en mission actuellement, qui sont déjà des magasins entrepôts. Chez Jardiland, on manipule énormément. Tous les vendeurs sont caristes, par exemple. Tous les gens savent manipuler de la palette. Ils gèrent des produits lourds. Ils emballent. Ils amènent les produits jusqu'au véhicule des clients. Donc, ils ont déjà cette culture logistique. C'est plus complexe chez Jardiland, chez Sephora, pour lesquels on forme les vendeurs en leur disant « vous vendez du rêve ». Donc, moi, j'arrive en leur disant « vous allez me faire des commandes », c'est un peu plus complexe. Vous voyez, la gestion du changement et la conduite du changement, elle est même complètement différente d'une enseigne à l'autre. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai plus de clients dans le meuble et dans le jardin que dans la beauté. Bon. L'audit sur la conduite du changement, il passe évidemment par l'analyse des temps masqués. Sujet très tabou. Combien de temps passez-vous à ne rien faire dans la journée ? Vous allez voir que vous n'allez pas avoir beaucoup de réponses. En général, on est débordé, on manque de monde, etc. Non, il faut creuser. Je vous jure qu'il y a du temps. Il y a du temps. Sur une enseigne, je ne peux pas vous dire laquelle du coup, sur une équipe de 17 personnes, avec une journée et demie d'études, on a réussi à dégager 36 heures hebdomadaires. 36 heures hebdomadaires, un temps complet. Un temps complet pour faire des commandes. Sans recrutement, on a réussi à occuper exactement 45 minutes par personne et par jour en moyenne pour faire de la préparation de commandes en e-commerce. On n'a pas recruté, mais on a réussi à dégager ce temps. Donc,
Comment ça va se passer au-delà de la partie vendeur, on va aussi choisir les magasins. Tous ceux qui pensent faire du chiffre from store à partir de tous les magasins ne sont pas forcément... alors, on va en parler après, parce qu'on a un avis différent avec Romulus là-dessus. Moi, je pars du principe que les magasins doivent être élus. Tous les magasins ne sont pas éligibles au chiffre from store. Pourquoi ? Ils doivent avoir une surface de réserve la plus large possible, si possible être près des hubs transporteurs pour avoir des cut-offs tardifs, avoir une implication du personnel, donc souvent un manager qui tienne la route. C'est pas si évident, hein. Il faut le trouver parce qu'il va falloir entraîner les équipes et autres. Et puis j'ai un critère aussi qui braque un peu tout le monde. Moi j'aime bien les magasins qui fonctionnent pas très bien, qui font pas beaucoup de chiffre d'affaires, qui sont en défensif. On parle de retail, on parle de défensif. J'ai pris ce magasin parce que mon concurrent s'est mis en face, mais j'ai déjà 3 magasins dans la zone de chalandise. Moi j'aime bien ça. Parce que ces magasins, ils sont pas... c'est tendu. On va les garder, on va les fermer, on va les ouvrir. Moi je leur donne de l'activité, on les fait revivre avec le chiffre from store. On leur redonne de l'activité, c'est plus du défensif, c'est du e-commerce. Vous devenez l'acteur du e-commerce dans votre réseau avec ce changement. Voilà. Donc, dans ma prestation, j'audite aussi les magasins. J'ai 100 points de contrôle, un scoring. Et puis, à partir des critères, j'en ai cité une dizaine, on sait si le magasin est éligible. Et puis après, c'est au patron du réseau, au patron du digital de décider si on intègre ou pas le magasin. L'order management, on en a parlé. En bout de chaîne, on fabrique des colis. Donc, ce qu'il faut, c'est bien s'entendre avec les prestataires. C'est 90% de prestataires au bout. Un prestataire qui, évidemment, assure tout ce qu'il faut. Et c'est pour ça que je travaille aujourd'hui avec Raja, parce que c'est le seul prestataire que j'ai rencontré après appel d'offres qui a compris le modèle. Le modèle, c'est livrer vite, partout, un nombre de références impressionnant. Aujourd'hui, sur Jardiland, j'ai 196 références de Raja aujourd'hui répertoriées. 196. Pourquoi ? Parce que chez Jardiland, vous avez des petits sacs de graines de 2 grammes et des serres de jardin d'1 tonne. Entre les deux, j'ai besoin de petites enveloppes matelassées et de palettes, double palettes même, sachant que le e-commerce chez Jardiland aujourd'hui, la plus grosse commande, elle fait 2,5 tonnes. D'accord ? C'était des sacs de terreau et de gravier. Mais on l'a livré en J+1, sur rendez-vous. Vous imaginez. Bon. Donc, dans le troisième module, hein, c'est bien les achats transport et emballage, et puis l'organisation avec ce prestataire. On ne l'envoie pas sur 100 points de collecte du jour au lendemain. On s'organise. Donc tout ça, ça se fait par de la négo, des appels d'offres, des consultations, et on construit ce que j'appelle moi l'écosystème. Raja fait partie de mon écosystème. The Loss, qui est ici, qui fait de la livraison de produits volumineux, notamment, fait partie de mon écosystème. D'accord ? DPD, Chronopost sont dans mon écosystème. Ce sont ceux qui ont compris, qui jouent le jeu et qui m'accompagnent dans les solutions que je donne aux clients. Voilà. Ça, ce sont les 3 modules d'intervention. Comment on avance sur... du coup, j'ai avancé un peu plus, vous l'avez. Dans la conduite du changement. On l'a vu, il y a l'audit des vendeurs, l'audit des points de vente. On leur apprend à préparer des commandes et à se servir aussi, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, des PDA. Très souvent, on a du matériel mobile, en Wi-Fi, avec... vous voyez, tout cet apprentissage. J'ai avancé un peu vite sur le sujet, mais on retrouve ces points-là dans l'accompagnement du changement. L'OMS, on l'a vu, 26 règles de priorisation. On ne prend pas les 26, hein. Parfois, l'image de stock suffit, il faut juste être prudent. C'est 26 max. Et encore, vous avez des critères, ils sont un peu limites. Voilà. Et on transforme les magasins, mais aussi, si on le souhaite, les fournisseurs. On les intègre comme point logistique de ce schéma Shift from Store. Pourquoi ? On va reprendre le cas Jardiland. Vous êtes sur le site, vous achetez un pot en terre cuite, du terreau et une orchidée. Petite interférence radio sur le micro. Mesdames et messieurs, il est 15h30. Je vous invite à rejoindre votre prochain lieu de rendez-vous. Nous, on reste là, si vous êtes d'accord. Je reprends. J'ai une commande Jardiland, un pot en terre cuite, de la terre, une orchidée. Le pot en terre cuite et le terreau, je vais les trouver sur des produits standards. Je vais les faire partir d'un magasin avec les critères qu'on a vus tout à l'heure. L'orchidée, elle part de Hollande aujourd'hui. Directement du fournisseur de Jardiland, sortie de terre, envoyée directement au particulier. Si vous aviez ajouté une serre de jardin, elle partait d'un fournisseur en Italie. Sur la même commande, le même panier, le même paiement, avec des délais de livraison différents. Mais ça, vous êtes habitué. Quand vous allez chez Ikea, vous achetez une lampe et un lit, vous n'êtes pas livré par les mêmes transporteurs. Il y a des délais différents. Aujourd'hui, l'OMS va choisir le prestataire qui convient. Si c'est un magasin, c'est bon. Si c'est un fournisseur, c'est aussi jouable. Donc on peut intégrer vraiment beaucoup d'acteurs dans la réflexion. Bien sûr, on peut aussi garder l'entrepôt de e-logistique dans le sujet. Voilà, la partie management, on l'a vu. Les 4 modèles de Shift from Store, c'est ce qu'on s'était dit, c'était le thème central de la réflexion. Il n'y a pas une manière unique de fonctionner. Il y a plusieurs méthodologies à appliquer. Enfin, il y a une méthodologie, mais plusieurs déclinaisons de cette méthodologie. La première, on l'a vu,
C'est la façon la plus pure d'organiser son réseau. C'est de se dire, je fonce sur le sujet, j'élimine mon entrepôt de e-logistique que j'ai depuis 3 ans, ou alors je dois changer de prestataire, je ne fais pas d'appel d'offres, je transfère, je quitte mon prestataire logistique e-commerce et je descends toute la logistique e-commerce vers mes magasins. C'est ce que j'appelle le réseau Star. Le réseau Star, c'est la constitution, après l'audit dont on a parlé tout à l'heure, de la force de vente, de la capacité à préparer les commandes, etc., être proche des transporteurs, qui vont, par leur stock disponible, remplacer le stock de e-logistique auparavant centralisé sur un entrepôt externalisé ou internalisé d'ailleurs. Le réseau Star, c'est la possibilité, donc c'est l'élimination complète du site de l'entrepôt e-commerce et le transfert de toute la compétence vers les magasins. Mais un jour, quelqu'un m'a dit, écoutez, c'est intéressant, mais nous, on vient dans notre entrepôt qu'on détient en propre, on vient de mettre un outil mécanisé qui nous a coûté 15 millions, donc si vous voulez, on n'a pas trop envie de le vendre, ni de l'éliminer. Comment on fait? Alors moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on va intégrer le magasin dans un deuxième réseau, qu'on va appeler réseau hybride, où je vais conserver l'entrepôt de e-logistique et les magasins du réseau Star pour servir les clients. Mais du coup, ce n'est pas exactement la même stratégie, parce que l'entrepôt de e-logistique sur lequel il y a un investissement, il faut le faire vivre. On a quand même les magasins. Donc, comment ça va fonctionner du coup? On va avoir un raisonnement plutôt financier dans ce cas-là, par exemple. Vous savez que le e-commerce, ce n'est pas tous les jours la même chose. Vous avez des pics saisonniers, vous avez des soldes, et puis quand il ne se passe rien, il se passe des choses incroyables. C'est que le lundi est toujours plus fort que les autres jours, parce que le lundi, c'est le vendredi après-midi, le samedi, le dimanche et le lundi matin, en termes de nombre de commandes. Donc, c'est 3 jours, finalement. Donc, vous avez toujours un pic en début de semaine, et puis après, ça se calme jusqu'au vendredi. Eh bien, dans ce cas-là, le réseau Star peut être une variable d'ajustement de l'entrepôt. C'est-à-dire que le lundi devient un jour normal et tout ce qui déborde, tout ce qui dépasse de la capacité de l'entrepôt à produire normalement, c'est-à-dire sans intérim et sans heures sup, vous le descendez vers les magasins, à condition évidemment qu'ils aient le stock et qu'ils aient des préparations de commandes tous les jours. Le lundi, en général, en magasin, de ce que j'ai compris, c'est un peu un jour calme. Ça tombe bien, dis donc. Ça tombe bien, parce qu'ici, j'avais un budget intérim, je doublais mes équipes. Et ben, du coup, je ne les double plus. Et j'utilise mes vendeurs que je rémunère déjà une fois pour leur boulot. Mais ils ont un temps masqué important le lundi. Donc, j'en profite. Et du coup, je me retrouve dans une solution où on priorise les commandes vers l'entrepôt jusqu'à atteindre le cap, enfin la limite max, le plafond des commandes qu'on veut lui donner quotidiennement. Et le reliquat, dans la mesure où les magasins ont le stock, je les fais descendre vers le réseau Star. Et là, quand j'en parle à un DAF, un directeur général, ou donc un directeur financier, un directeur général, en général, ça va très vite pour se signer. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur budget en heures sup. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de négocier de l'annulation de temps de travail, ils vont essayer de négocier avec la meilleure agence d'intérim, et en fait, tout ça, on l'annule, on efface. Parce qu'on a des gens qui ne travaillaient pas à plein temps ici, qui sont déjà rémunérés sur des surfaces, rémunérés avec des réceptions des produits qui sont rémunérés, et on obtient un coût moyen logistique qui chute d'un coup. Ça, c'est 15 à 40% d'économie en logistique. 15 à 40%. Le seul moment où on prendra de l'intérim, c'est évidemment quand c'est saturé partout. C'est Noël, par exemple, ou les soldes. Le troisième cas, et qui m'a été soufflé par Romulus, qui m'a dit, moi, ton réseau Star, pas top. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le chiffre Home Store, il me sert à parer, c'est l'arme anti-rupture. T'es d'accord, Romulus? Que le premier entretien qu'on a eu ensemble, il m'a dit, moi, je m'en moque de réseau Star, avec son accent. Moi, il faut que tu me trouves la pièce qui a été commandée par un client. On est chez The Couples. Il y a un client, on est en juin, qui a acheté le blouson en cuir à 5 000 €. Dans 15 jours, c'est les soldes, il passe à 2 000. Tu te débrouilles pour me trouver le produit dans tout le réseau sur la France, voire d'autres pays. Et donc là, on est toujours dans un réseau que j'ai appelé encore plus complexe, qui s'appelle Intégral, où je vais fournir à tous les autres magasins, en plus du réseau Star et de l'entrepôt, des éléments pour expédier de façon plus légère. Ce n'est pas ma solution préférée, mais c'est vrai que c'est l'arme anti-rupture. On n'annule pas la vente, le parcours client va jusqu'au bout, la satisfaction aussi, et on évite cette sanction extraordinaire dans le milieu de la mode qui s'appelle les soldes, où on aura perdu jusqu'à peut-être plusieurs milliers d'euros de marge si on n'avait pas servi le client. Et du coup, on fait appel, c'est sous forme d'appel d'offres. Donc l'OMS va tourner, chercher quel est le meilleur magasin parmi tout le réseau pour envoyer cette pièce qui peut-être se trouve à 500 km du client, qui est à Lille, la pièce est à Marseille. Coûte que coûte, j'enverrai un transporteur l'enlever après l'avoir fait préparer par le magasin. C'est une autre logique, c'est vraiment zéro rupture au service du client. C'est une stratégie qui existe et qui est largement développée par OneStock notamment.
Et enfin, et ça j'en ai parlé à personne, donc vous êtes les premiers à qui j'en parle aujourd'hui, donc c'est une exclusivité. Le 4e modèle, c'est le réseau universel. Est-ce que vous voyez ce que peut être le réseau universel? Au-dessus du réseau intégral. Vous imaginez un petit peu? Les fournisseurs sont déjà dans le réseau Star. Les particuliers, exactement. Non, c'est pas ça exactement. Est-ce que vous connaissez Chevignon? Est-ce que vous avez connu la doudoune Chevignon? Évidemment, je parle aux gens qui ont un peu plus de 40 ans hein, aujourd'hui. La doudoune Chevignon, quand on était au lycée, c'était la doudoune qu'il fallait avoir. Et ils l'ont ressorti il y a 5 ans, la doudoune Chevignon, au juste prix de 1 000 €, tout simplement. 1 000 € pour une doudoune. Bah oui, pourquoi pas? Et là, je me suis dit, non, on laisse tomber la nostalgie qu'on pouvait avoir sur ce produit-là. Moi, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, 1 000 €, c'est pas possible. Et si j'avais un vendeur en magasin, chez Chevignon, qui, la première fois qu'il me rencontre, me dit, la doudoune, je l'ai, dans la couleur que vous souhaitez, je l'ai, mais c'est 1 000 €. Moi, je lui dis, non, je laisse tomber. Et grâce à l'OMS et sa tablette vendeur, me dit, vous savez, je suis aussi connecté à Vestiaire Collective, et la doudoune que vous voulez, je peux l'avoir à 290 €. Elle est en état neuf. Et vous, comme vous êtes un gros radin et que vous ne voulez pas mettre 1 000 €, ben je vous la commande. Vous encaissez en boutique pour un produit d'occasion. La commande déclenche l'envoi d'un bordereau d'expédition de type Colissimo au particulier qui me l'envoie à moi. Et quel est l'avantage? Encore 3 minutes. Quel est l'avantage? C'est que je rentre dans le CRM de Chevignon, qui va me noyer de vente privée, de vente presse, de moins 70, jusqu'à ce que je retrouve un peu de moyens ou que je sois un peu plus généreux. Mais je suis dans le CRM. J'ai acheté un produit Chevignon grâce à un vendeur Chevignon. Ça, c'est le réseau universel. Au-delà des magasins, je fais appel aux particuliers sur des plateformes sécurisées qui me permettent d'acquérir le produit de la marque à moindre coût, mais vendu par le vendeur de la marque. On reste dans la marque. C'est la fin des ventes privées, c'est la fin des places de marché. La marque reprend le pouvoir. Et ça m'intéresse aussi. Voilà, j'en ai fini dans ma présentation. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, monsieur, voilà, on a un peu dépassé l'horaire. Ce que je vous propose, si le sujet vous passionne, c'est de venir nous retrouver sur le stand Raja. Hein. Franck est là et Henri et moi-même sommes à votre disposition pour parler de vos préoccupations d'emballage. Voilà. Merci beaucoup à vous tous.